Nous sommes de retour en direct pour le dernier atelier du BLD, la journée 100% digitale proposée par Berger Levrault. Juste après, nous terminerons la journée en beauté avec une table ronde sur comment bâtir une société de confiance numérique. Mais pour l'heure, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous Au fil du débat, la collection d'ouvrages dédiés au débat public? Il s'agit d'essais et de travaux de recherche appliqués qui explorent le fonctionnement de nos institutions, la fabrique des politiques publiques et le devenir de l'action publique. Pour découvrir les ouvrages et les nouveautés à venir chez Berger Levrault, nous sommes avec Alexia Dequet, directrice d'activité Pôle Ouvrages et Contenu. Bonjour Alexia. Bonjour. Véronique Force est avec nous, vous êtes éditrice. Bonjour. Fabienne Sodino, éditrice, soyez la bienvenue. Adeline Lamberbourg, éditrice également. Nathalie Veuillotte, coordinatrice éditoriale et fabrication Pôle Ouvrages et Contenu, soyez la bienvenue. Et puis deux auteurs sont avec nous aujourd'hui, Frédéric Wexler, bonjour, ainsi que Christian Paul, bonjour. Vous êtes en minorité aujourd'hui, bien entouré en tout cas. Merci en tout cas à toutes et tous d'être avec nous dans ce plateau. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. En ce qui me concerne, je viendrai avec les questions des spectateurs. Et en attendant, Alexia, c'est vous qui avez la main. Merci Dorothée. Merci. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir le bal de cet atelier BLD consacré à la maison d'édition. L'occasion de rappeler peut-être que le métier d'éditeur est à l'origine de l'histoire de Berger Levrault et qu'il nourrit aujourd'hui encore l'activité de Berger Levrault avec la publication d'ouvrages. Alors certes, ce sont nos collections d'ouvrages professionnels qui sont plus connues ou identifiées auprès des agents de la fonction publique, on le sait bien. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter une toute autre collection, des ouvrages complémentaires, donc la collection Au fil du débat. Une collection d'ouvrages qui formalise en quelque sorte la participation, la contribution de Berger Levrault au débat public. Donc, je suis très bien entourée effectivement de mes collègues éditrices et donc de deux de nos auteurs qui nous font le plaisir de nous accompagner dans cette expérience. Donc, à défaut de pouvoir présenter tous les titres et d'avoir pu réunir tous les auteurs, nous avons sélectionné 3 titres de la collection Au fil du débat qui représentent chacun une branche de cette collection. Donc, quelles sont les 3 branches de cette collection Au fil du débat? Tout d'abord, il y a les essais. Donc, les essais, ce sont des ouvrages qui proposent un éclairage nouveau, inédit, on peut le dire, sur les débats qui touchent à la vie publique, institutionnelle et citoyenne. Ce sont des ouvrages qui s'articulent ou qui mettent en valeur des thématiques parfois d'actualité, parfois un petit peu plus confidentiel, mais que l'auteur va élever avec une réflexion très personnelle, originale, mais jamais polémique. Ce sont des sujets qui peuvent parler à tout un chacun. Donc, vous pouvez le voir sur la table. On a quelques essais qui fourmillent sur la santé, les personnes âgées, les robots, la radicalisation, entre autres. Il y a ensuite, donc, j'ai annoncé 3 branches, une deuxième branche de la collection Au fil du débat, qui est les études. Donc, les études, on les présente comme des ouvrages collectifs et pluridisciplinaires qui viennent valoriser des travaux de recherche appliqués. Donc, leur objectif, c'est de proposer des clés de compréhension de notre société et surtout de proposer des pistes d'amélioration qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc, parmi les sujets traités, on peut citer l'éthique à l'école ou encore la solidarité. Il y en aura d'autres que l'on pourra apercevoir tout à l'heure. Et enfin, la dernière branche, si je peux dire, la dernière série de la collection Au fil du débat, qui est la série Action publique, qui est née du partenariat de Berger Levrault avec un autre agitateur d'idées, qui est la chaire de la transformation de l'action publique, qui est portée par la Fondation Sciences Po Lyon. Cette série Action publique traite plus spécifiquement, comme son nom l'indique, des transformations, des enjeux des transformations de l'action publique. On y reviendra tout à l'heure avec Christian Paul. Voilà, donc pour commencer, je vais transmettre le témoin à ma collègue Véronique Force qui va nous présenter un premier essai, donc avec son autrice, Madame Frédéric Wexler. Merci Alexia. Bonjour Frédéric Wexler. Vous avez écrit dans la collection Au fil du débat, essai donc, l'orientation scolaire, paradoxes, mythes et défis. En quoi ce livre, selon vous, est-il représentatif de la ligne éditoriale des essais qu'Alexia vient de nous présenter? Bonjour chère Véronique, c'est un plaisir d'être là. Bonjour chers
tous ou chacun et chère toutes. Ma collaboration avec Berger-Levaux, et vous le savez, chère Véronique, a commencé par un ouvrage sur le décrochage scolaire de la collection Les Indispensables. Là, c'était un public plus identifié, comme vous le disiez, Alexia, sur des sujets d'éducation et avec un angle plutôt technique, professionnel, juridique et pédagogique. Et puis, l'aventure commune s'est poursuivie. Nous avions partagé nos défis sur l'orientation scolaire. C'est un domaine de réflexion et d'action pour moi depuis plus de 30 ans. J'y ai contribué à différents niveaux de décision, alors d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. Et c'est vrai que je tenais beaucoup à ce sujet. Et quand, en discutant ensemble, vous m'avez proposé cette collection au fil du débat, cela m'est apparu comme une formidable opportunité parce que je pouvais là me positionner en tant qu'autrice, avoir un fil rouge, ne pas forcément revendiquer de traiter le sujet de façon exhaustive, descriptive, par exemple les domaines professionnels, les filières de formation, les procédures, ça beaucoup d'ouvrages le font très bien. Et au contraire, il s'agissait de reconsidérer le sujet de façon originale et en croisant finalement différentes disciplines, différents regards, en m'appuyant à la fois sur ma propre expertise, mon histoire, mais aussi celle de nombreux chercheurs, de dégager finalement des pistes pour l'action, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de l'action publique. Parce que l'orientation, mon parti pris, c'était de la considérer à la fois comme un objet intime, c'est au cœur finalement de la construction de soi, de l'identité, et puis aussi comme un axe de transformation de l'action publique, et même du contrat social, puisqu'on voit à quel point les questions de mobilité sociale, de place dans la société qu'on occupe, de méritocratie, sont maintenant très présentes dans le débat public. Donc on a bien tous ces enjeux, et c'était mon parti pris. Et mon hypothèse, c'était de me dire qu'en reconsidérant cette question, on va ouvrir des perspectives pour l'action en s'affranchissant un peu des modèles classiques, des représentations, des stéréotypes qui finalement nous enferment dans une forme de modalité de l'action publique. Il est important de mesurer qu'un adolescent qui prend une décision, mais c'est vrai aussi d'un adulte tout au long de sa vie, quand il s'oriente, en fait, il est au cœur d'influences multiples, de conseils de ceux de sa famille, de la communauté éducative, mais aussi de la société, qui toutes véhiculent au moins en partie des représentations. Et que déconstruire ce que j'appelle ces mythes, ces totems, ces tabous, va permettre justement de faire émerger d'autres pistes et de sortir un peu de cette fatalité franco-française de la reproduction sociale, de la corrélation entre origine socio-économique et destin scolaire. Finalement, de dessiner pour chacun un chemin d'émancipation. Alors, il ne s'agit pas de se dire qu'on va se débarrasser des mythes, ce n'est pas du tout mon objet, et d'ailleurs c'est vrai que ce n'est pas polémique, mais de se dire qu'en prenant la bonne distance par rapport à ces représentations, à ces influences, à ces mythes qui sont un récit commun, qui sont des références partagées dans une société, mais qu'en les mettant à distance, on va pouvoir effectivement se décaler pour s'affranchir, comme le dit Alain Touraine. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ces mythes ? Oui, alors le mythe du mérite, c'est celui qui est le plus structurel, le plus structurant. Et d'ailleurs, je suis ravie de voir que le livre est sorti en juillet 2020. Et depuis, alors je n'ose penser que ça ne tient qu'à cette sortie, mais quand même, nous avons anticipé ce débat public. Depuis, tous les matins, on entend parler de méritocratie et de mise en cause de cette méritocratie à la française. En fait, l'organisation du système scolaire en France s'appuie sur cette croyance, cette représentation qu'on sélectionne en fonction du mérite. On ne définit jamais exactement le mérite. D'ailleurs, est-ce que c'est les efforts, le travail, les aptitudes, le mélange de tout ça ? En tous les cas, ça part du principe qu'on serait tous égaux sur la ligne de départ et qu'on aurait les mêmes chances aussi tout au long du parcours. Or, nous savons tous maintenant, toutes les recherches sont concordantes, beaucoup l'ont montré comme du rubella, mais PISA aussi nous crucifie tous les 4 ans en nous rappelant justement cette absence d'égalité sur la ligne de départ. Donc nous savons tous qu'il y a une part d'inéquité et que, comme le dit Max Weber, on transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent. En même temps, nous avons tous besoin de croire au mérite. Nous avons besoin de nous dire que nos réussites sont liées à notre engagement et c'est aussi une des conditions de la motivation
aussi bien du point de vue des équipes éducatives que du point de vue des élèves. Donc, quelque part, c'est une fiction nécessaire. C'est pas de moi cette expression, c'est de François Dubé. Et pour sortir de cette tragédie, j'essaye de dessiner des pistes, de proposer des clés à l'action publique. Et d'une part, en utilisant des actions dont on a éprouvé les effets et les résultats, comme la mixité sociale et scolaire. Il y en a encore une preuve récemment à Toulouse, qui est sortie dans la presse, mais aussi en reconsidérant effectivement nos modèles de pensée et de structuration. Nous sommes, par exemple, toujours très inquiets en nous disant qu'il risque d'y avoir un nivellement par le bas. Or, on voit bien qu'en prenant en compte l'ensemble des élèves, on augmente le niveau de toute une population et de toute une société. Donc l'action publique doit prendre en compte ce paradoxe et aboutir à des transformations profondes. Et l'individu, la personne, doit aussi s'autoriser finalement cette prise de risque et cette sortie des cadres habituels. Alors un autre mythe que j'aime bien et que j'ai construit par analogie, c'est celui du métier charmant. Par métaphore, par analogie avec le prince charmant, il y aurait le métier idéal qui nous attendrait et il faudrait qu'on le découvre en faisant beaucoup de tests, en rencontrant beaucoup de coachs, vous voyez, en empilant un certain nombre de démarches. Le risque étant qu'à 25 ans, il se transforme en grenouille ou en citrouille au choix et qu'on ait beaucoup de déceptions. En revanche, s'autoriser finalement un parcours non linéaire, se dire qu'il n'y a pas qu'un défi pour nous, qu'une voie, c'est aussi s'autoriser des réussites qu'on n'avait pas prévues et prendre des risques. Donc là encore, l'institution et les accompagnateurs doivent être capables de favoriser cette exploration, de favoriser cette découverte de différents chemins. Vous en avez déjà donné quelques-unes, mais vous pourriez nous donner encore quelques solutions peut-être à mettre en œuvre ? Alors celles qui me paraissent particulièrement transformatrices du système éducatif tout en étant à portée de main et qui sont déjà un petit peu en cours, c'est par exemple le statut de l'erreur. On voit que dans la science, dans le domaine scientifique, on trouve tout à fait normal de procéder par essai-erreur et tâtonnement. Or, à l'école, on a longtemps parlé d'ailleurs de fautes, comme s'il s'agissait de fautes morales, les fautes de dictée, par exemple. Et il faut vraiment que l'erreur soit considérée comme un matériau utile à l'apprentissage, les bifurcations comme quelque chose qui nous ouvre des possibles et des horizons. La deuxième, qui est très corrélée, que j'ai évoquée déjà rapidement, c'est justement favoriser les parcours non linéaires, non pas seulement les tolérer, mais se dire qu'en fait, c'est aussi une chance dans sa vie de savoir saisir des opportunités, ce que j'appelle la sérendipité. Et puis, analyser tous les conseils qu'on dispense, l'organisation de nos systèmes éducatifs, à l'aune finalement de ces stéréotypes et de ces représentations que nous avons et qui sont tellement structurants de nos modes de pensée que collectivement, nous avons du mal à en sortir toutes les hiérarchies implicites qui fonctionnent sur les filières. Donc pour moi, une action publique déterminée, elle va vraiment reposer à la fois sur un récit collectif, mais dont on aura pris la mesure, les limites et dont on aura été capable de s'affranchir, de faire des choix stratégiques nécessaires, courageux, mais qui reposent sur des actions qui sont évaluées, des actions concrètes qui ont été évaluées, validées par la recherche, évolutives, et vraiment à l'aune de résultats en termes de réduction des écarts de destin, pour qu'on puisse se dire que chaque enfant de la République oriente sa vie. Merci beaucoup, Frédérique Wexler. Je vais maintenant passer la parole à Adeline Lamberbourg, qui va nous présenter un ouvrage au fil du débat. Merci beaucoup, Véronique. Alors, pour la série Études, donc, qui est notre série à vocation collective et pluridisciplinaire, moi, je vais vous parler de cet ouvrage que j'ai eu le plaisir d'éditer en 2020, Emmanuel Macron et les réformes territoriales, sous-titré Finances et institutions, qui est dirigé par Patrick Lelydec, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Patrick Lelydec, qui est donc chercheur au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, spécialiste des politiques de décentralisation, des réformes des collectivités et des finances locales. Il a réuni autour de lui 6 contributeurs donc, pour écrire ce livre, qui sont donc des professionnels en collectivité, des politistes, des experts du monde territorial, spécialisés notamment dans les finances et donc les institutions. Alors, pour vous pitcher ce livre en quelques mots, comme chacun sait, Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à accéder à cette fonction sans avoir jamais été élu
locale ni nationale. Il s'est entouré d'une majorité de députés qui partagent cette singularité, ce profil. Dès sa campagne, il avait promis une révolution en faisant l'éloge de la verticalité supposément attendue de la part de nos concitoyens et en même temps de l'horizontalité qui serait nécessaire dans la conduite de l'action publique. Donc les auteurs se demandent est-ce qu'on a pu voir se mettre en place une inflexion dans les modes de gouvernement. Alors il y avait sans doute beaucoup de façons différentes d'aborder cette question. Ils ont choisi les finances et les institutions, puisqu'on parle du monde territorial, du monde local. Et finances et institutions donc forment les deux parties de cet ouvrage. Avec donc ce fil conducteur, est-ce que Emmanuel Macron est en même temps jacobin et girondin ? Donc dans la première partie du livre consacrée aux finances et à la fiscalité locale, les auteurs s'intéressent à ces deux mesures phares de la mandature Macron qui ont été d'un côté les contrats de Cahors, donc cet engagement contractuel entre l'État et les collectivités, engagement donc de dépenses d'un côté contre dotation d'État de l'autre. Est-ce qu'il y a eu un véritable dialogue dans la mise en place de ces contrats ou est-ce que c'était une forme de diktat ? Et puis l'autre mesure, c'est la fameuse suppression de la taxe d'habitation, donc mesure d'abord électorale et qui a généré en externalité, entre guillemets, une énième réforme de la fiscalité locale au détriment de l'autonomie des collectivités. Et là, les auteurs se demandent, eh bien, est-ce qu'on voit la mise en œuvre d'un nouveau modèle de financement des services publics locaux ? Est-ce que éventuellement ce nouveau modèle était souhaité de la part donc, du chef de l'État ? Et dans la deuxième partie, donc les institutions, la différenciation territoriale, comment est-ce qu'elle a été accompagnée ? Et là aussi, il se dessine une approche plus pragmatique, fondamentalement ou idéologiquement girondine. Au sens où, dans la mesure où une priorité a été apportée au portefeuille, si j'ose dire, il a fallu apporter des contreparties. Alors, on a pu observer une forme de laisser-faire relatif en Corse, en Alsace ou en Bretagne. Et donc, les auteurs font une série de focus sur des collectivités à statut particulier. Il y a des projets de fusion, comme par exemple le département métropole d'Aix-Marseille-Provence, d'ailleurs, projet à cette heure non abouti. Donc ça, c'est sur le plan local. Et puis, sur le plan national, donc deux lois ont eu comme objectif d'embrasser tout à la fois les conséquences de la crise des Gilets jaunes et puis les attentes des maires et des élus locaux. Donc il y a eu d'un côté la loi engagement et proximité, donc, qui a été adoptée. Et puis la loi qui est encore à l'état de projet à cette heure, initialement de 3D, devenue 4D pour décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification. Qui sera peut-être proposée, en tout cas présentée avant la fin de cette mandature. Alors, je ne vous en dis pas plus, puisqu'évidemment, il faudra lire l'ouvrage pour savoir tout ça. En conclusion, d'après nos auteurs, donc, le macronisme est encore à la recherche de son pacte girondin. Il n'a échappé à personne que nous sommes à quelques encablures de la campagne présidentielle. Est-ce que la question donc, de l'égalité des territoires va réémerger, des finances aussi, la fiscalité ? C'est possible, les semaines à venir nous le diront, et quoi qu'il en soit, le feuilleton du portefeuille et des institutions est sans doute pas terminé. J'en reste là, et puis je vous laisse la parole à vous, Fabienne Sodino et Christian Paul, pour la série Action publique. Merci Adeline. Bonjour Christian Paul. Bonjour Fabienne. La collection Au fil du débat, Action publique, dont vous êtes le directeur de publication, décline le principe de la collection Au fil du débat avec des études et des essais. En quoi Au fil des débats est pour vous la collection d'accueil idéale des thèmes développés par la chaire Transformation de l'action publique ? Oui, c'est vrai, c'était une sorte de suite naturelle de la création de cette chaire qui a pour but d'explorer les transformations de l'action publique, la façon dont on innove pour changer dans les administrations, celles de l'État bien sûr, mais aussi les collectivités locales dans les territoires, le monde hospitalier qui est soumis en ce moment à de rudes secousses. Et donc cette chaire, elle a un programme qui illustre un peu les trois piliers sur lesquels nous travaillons, démocratie, data, design. Quelque temps après sa création, nous avions envie
d'un débouché éditorial. Quand on anime des séminaires, quand on organise des événements, il y en aura un d'ailleurs le 30 novembre à Sciences Po Lyon, sur l'action publique dans l'élection présidentielle de 2022, eh bien, on a envie aussi de publier des livres, parce que nous croyons aux livres, et pas seulement à des traces fugaces que l'on peut laisser ici ou là dans les rencontres de chercheurs ou d'acteurs publics. Donc Berger-Levrault, vous l'avez rappelé, a une longue tradition d'édition pour le monde public, et donc nous y avons trouvé de la complicité, mais aussi une curiosité sincère pour les travaux que nous avons propulsés, et une curiosité sincère aussi pour toutes ces évolutions qui aujourd'hui secouent fortement l'univers des agents publics, là où ils travaillent tous les jours, et puis aussi le débat public dont les citoyens, je l'espère, vont s'emparer à nouveau dans quelques mois. Un premier titre, L'action publique face à la pandémie, a ainsi été publié au mois de mai dernier. Christian Paul, est-ce que vous pourriez nous le présenter, s'il vous plaît ? Alors, c'est un livre d'intervention à chaud. Il y a eu d'abord une rencontre qui a eu lieu en octobre 2020. C'était après le premier confinement, à un moment où on commençait à tirer les leçons de la pandémie sans penser que nous allions subir des vagues successives. Et donc nous avons voulu, là aussi, c'est vraiment l'identité de cette chaire, faire se croiser l'expérience des acteurs publics, notamment dans le monde hospitalier, mais pas seulement, dans les territoires également, et puis les produits des travaux des chercheurs, avant, pendant la pandémie, et je l'espère aussi après, parce qu'il va y avoir d'immenses retours d'expérience à organiser, et c'est ce que nous faisons peut-être le plus difficilement dans notre pays. Donc ce livre, c'est le croisement de travaux qui pour certains sont bien antérieurs à la pandémie. Je pense notamment aux travaux de l'anthropologue Frédéric Keck, qui est un des chercheurs installés au Collège de France et qui travaille sur l'Asie du Sud-Est et la façon dont les marchés d'animaux fonctionnent dans cette région, et les sentinelles des pandémies qu'il a répertoriées bien avant que nous ayons hélas le malheur de parler de Covid. Donc c'est un livre qui ne fait pas le procès. Ça n'est pas une commission parlementaire, c'est pas non plus un travail de journaliste. Ce sont plutôt des témoignages, parfois poignants, les témoignages des soignants, et puis les premières leçons qu'on pouvait tirer à ce moment-là, et que nous avons voulu partager dans ce livre avec le soutien de Berger-Levrault. Merci. Et pouvez-vous maintenant nous parler en avant-première des nouveautés qui vont venir dans cette collection ? Le prochain ouvrage, vous l'avez sur cette table. D'ailleurs, vous l'avez en main avant que moi-même je puisse le parcourir. Enfin, il y a heureusement des PDF pour cela. C'est un livre qui s'appelle « L'État qu'il nous faut ». C'est un essai. C'est un essai engagé. Ce n'est pas un essai polémique, mais ce n'est pas un essai complaisant. Vous pourrez le découvrir ainsi. Les auteurs connaissent bien l'appareil d'État. Ils y ont été, pour certains, acteurs, même ils sont 4, 3 sur la couverture et un autre qui est astreint au devoir de réserve. Ils ont tous eu des responsabilités publiques, mais ils ont la distance critique qui permet là aussi de tirer des enseignements de ce que l'on fait et de ne pas être satisfait. Selon leur formule, ils sont eux-mêmes des intranquilles devant l'état de l'État. Et donc l'État qu'il nous faut dans le nouveau régime climatique, c'est le titre complet du livre, expression empruntée à Bruno Latour qui parraine cet ouvrage. C'est une invitation d'abord à revisiter les réformes de l'État depuis 20 ans, notamment la fameuse, j'ai envie de dire, pardonnez-moi Alexia, la funeste RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, qui a fait quand même beaucoup de dégâts dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine de l'orientation et de l'éducation nationale. Et surtout, et c'est ce qui est le plus intéressant, il se projette avec des propositions sur ce qu'il faut changer au sein de l'État. Si on veut sérieusement affronter 2 questions clés, ils ont fait des priorités, ils n'ont pas abordé tous les sujets de l'action publique, ça n'aurait pas de sens. Ils affrontent 2 questions, le choc climatique
qui va obliger à reconfigurer les politiques publiques, mais aussi l'organisation de l'État, la façon de travailler, la façon de contracter entre l'État, les collectivités, les territoires. Et puis, ils affrontent aussi les défaillances de notre démocratie. Et ces deux sujets, ils ont, je crois, l'art de les lier, parce qu'il faut les lier. Il n'y aura pas de réaction vigoureuse et de métamorphose de l'État face aux questions climatiques s'il n'y a pas une volonté de transformation de la démocratie, c'est-à-dire de la participation des citoyens, du rôle des agents publics et puis bien sûr des pouvoirs publics dans leur ensemble. Et puis, donc, au-delà de ce livre qui sort en effet cette semaine, nous en préparons un, nous en écrivons un troisième qui est dédié à un nouveau continent, à une nouvelle révolution technologique. Nous allons publier ce livre consacré à l'intelligence artificielle dans le monde public. Il y a eu beaucoup de livres et d'articles et de textes de conférences sur l'intelligence artificielle. C'est probablement la première fois qu'on aborde l'ensemble des questions qui sont au carrefour de l'intelligence artificielle et de la vie des administrations, des services publics. Du niveau le plus global, quand l'Union européenne ou l'État doivent réguler les développements ou les déploiements de l'intelligence artificielle, jusqu'au niveau très local où on déploie de l'intelligence artificielle dans les rues de nos villes, dans nos systèmes de transport, dans nos véhicules autonomes. Donc c'est un ouvrage qui va à la fois faire un panorama des applications existantes ou en cours de déploiement, mais il va surtout s'interroger sur la façon dont on maîtrise l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle promet à juste titre le meilleur ou est-ce qu'il faut se préparer au pire? Et qui a la responsabilité? La responsabilité, elle est évidemment partagée. C'est celle de l'État qui régule, c'est celle du Parlement, c'est celle des entreprises privées qui, sur commande publique, développent des systèmes et d'une façon générale, c'est celle aussi des citoyens qui ont leur mot à dire sur ces questions. À la fin de ces deux livres, on trouve une fiction. Dans le premier, c'est une fiction qui raconte les 24 heures du nouveau président. J'aurais envie de dire de la nouvelle présidente, mais je ne sais pas si j'aurai votre soutien. Et donc, que va faire en matière d'action publique dans la première journée de son mandat le futur président. Et dans le livre consacré à l'intelligence artificielle, nous aurons aussi des fictions, en tout cas une fiction d'une autrice qui a bien voulu aussi donner sur ces questions des éclairages qui en fait, interroge, comme les juristes, comme les chercheurs en numérique que nous avons invités dans ce livre, ils sont une vingtaine, comment rendre l'intelligence artificielle démocratiquement soutenable. Merci Christian Paul. Donc rendez-vous pour l'État qu'il nous faut le 11 novembre en librairie et pour l'intelligence artificielle à la rentrée 2022. Passons maintenant au programme éditorial des prochains mois avec Nathalie Veuillotte. Bonjour. Un grand merci donc à nos auteurs pour leur participation et, comme on peut le voir, pour leur confiance dans notre collection au fil du débat. Merci beaucoup. En guise de conclusion donc de cette table ronde, Christian Paul a ouvert la voie aux nouveautés. Je vais donc pour ma part proposer de vous présenter les études et essais à venir en 2022. Donc commençons par les études. Côté études, l'année débutera avec un sujet depuis très longtemps au cœur des réformes territoriales, à savoir la cohésion des territoires. Sous la direction de Patricia de Messimoni, cet ouvrage reviendra sur cette notion très utilisée et en discutera vraiment le contenu. C'est le but ultime de cet ouvrage. Un autre enjeu prégnant pour les politiques publiques réside dans l'inégalité ou l'égalité, ça dépend de ce qu'on entend, disons l'égalité homme-femme, qui sera le projet de la deuxième étude intitulée « Collectivités territoriales et les femmes ». Attendu en avril, cet essai, sous la direction de Bertrand Faure, Mylène Leroux et Martine Lelon, proposera une approche globale de la question afin de montrer comment les acteurs locaux s'en emparent.
Enfin, côté essai, à l'occasion en mars prochain du 40e anniversaire de la première loi de décentralisation, Vincent Aubel et Éric Kérouche reviendront avec leur ouvrage « Les lois de la décentralisation » sur les errements de ces lois, les causes qui les fondent, pour ensuite tenter d'en dégager les conditions d'une écriture apaisée. Que peut-on dire ? Entre cohésion territoriale, égalité femmes-hommes, loi de décentralisation, eh bien, je pense que le débat public continue en 2022 avec Au fil du débat. Néanmoins, en attendant ces nouveautés, je vous propose de découvrir nos dernières parutions. N'hésitez pas à consulter les communiqués de presse en ligne sur notre site www.berger-levrault.com, catégorie La Maison d'édition. Merci à tous et puis place aux questions maintenant. Et je reviens pour les questions. Merci à tous. En tout cas, c'était passionnant. C'est une présentation qui a fait réagir. On a reçu pas mal de questions. D'ailleurs, merci à Clémence Gomez qui modérait le chat durant cet atelier. Un grand merci à elle. Première question, où se procurer vos ouvrages ? On y a répondu, mais ça ne coûte rien de le redire. Alors oui, c'est très très facile. Deux axes. Le premier, je ne peux que vous engager à aller sur notre boutique. Donc c'est boutique.berger-levrault.fr cette fois-ci. Et puis après, je serai plus encline à vous dire en bas de votre rue, chez votre libraire préféré. Tout simplement. Voilà. Très bien. Votre ouvrage sur l'orientation scolaire a un sous-titre évocateur, Paradoxes, mythes et défis. Au-delà des deux mythes que vous avez présentés, avez-vous d'autres exemples ? Oui, bien sûr. Alors, sur les mythes, on a par exemple celui de l'adéquationnisme, où pendant très longtemps, on s'est imaginé qu'il y avait vraiment congruence, il suffisait de bien se préparer pour un métier. Et on avait donc résolu, là encore, les clés de son destin. Or, on s'aperçoit, toutes les études Le Monde, et notamment de France Stratégie, qu'on n'a qu'à peu près 50% des personnes qui travaillent directement dans le domaine professionnel dans lequel elles ont étudié. Pour moi, c'est plutôt réjouissant par rapport à tout mon propos de tout à l'heure. Ça montre que finalement, ce qu'on recherche avant tout chez une personne, c'est ses compétences, son expertise, qu'elle va continuer à apprendre tout au long de sa vie. Et on trouve plus de corrélations, effectivement, dans les professions réglementées. C'est vrai que pour être médecin, on est obligé d'avoir fait des études de médecine, de sage-femme. Mais pour toutes les autres professions, finalement, il faut absolument rassurer les jeunes et leurs familles. Il y a beaucoup de voies pour arriver à des chemins qui après pourront avoir des horizons très intéressants. Voilà, donc ça c'est aussi un mythe, mais c'est un mythe qui est très très résistant. Et qui fait que parfois on va obliger aussi un jeune à produire un projet, parce que ça nous rassure tous en fait, plutôt que de le rassurer lui. D'ailleurs, ça va rassurer sa famille et l'équipe éducative. Et après, on va lui demander finalement d'être fidèle à ce projet quoi qu'il arrive, et on va l'orienter ou le conseiller en fonction finalement de ce qu'il aura produit à un moment donné, parce qu'il aura rencontré une personne. Il faut savoir qu'à 15 ans, un jeune connaît très peu de métiers. Même si en France, on a beaucoup progressé, et je salue au passage toutes les équipes éducatives qui travaillent là-dessus, parce que le CDE a montré dans une étude récente que les jeunes de 15 ans en France ont vraiment élargi leurs horizons en termes de connaissances de métiers, mais malgré tout, ça reste très restreint. C'est souvent les métiers de l'entourage, les métiers qui ont été présentés dans un forum. Plus le milieu est favorisé, plus on ouvre ses horizons. Donc heureusement, finalement, que ce mythe de la congruence est battu en brèche. Et vraiment, il faut s'attacher à développer la formation tout au long de la vie. Après, on a le mythe de la boule de cristal. On va voir tel conseiller, telle personne en étant sûr qu'on va trouver la solution. Alors, ça peut être vrai aussi pour un coach, un test. Et ça peut être une pression très forte, d'ailleurs. Moi, j'ai été conseillère d'orientation dans une vie antérieure. Et on sait que de temps en temps, la personne qui est en face de nous, elle attend une prescription, une ordonnance. Et il faut résister aussi à cette demande, et résister, c'est permettre aussi à la personne de continuer son chemin d'émancipation. Donc voilà, mais les mythes sont très très nombreux. Bien sûr, les mythes genrés, certaines professions sont plutôt faites pour les garçons et pour les filles. Et même si tout le monde vous jouera la main sur le cœur que maintenant c'est fini, on n'est plus du tout dans cette perspective, ça reste quelque chose quand même d'ancré et de profond pour un certain nombre de professions, mais des deux côtés. Et les garçons s'interdisent aussi. Est-ce que le métier d'éditrice serait plutôt féminin, par exemple ? Je dis ça comme ça. Autre question, l'ouvrage. Mais
Rien Il n'est... est encore temps. Il est encore temps, rien n'est fini. Et puis dans une époque de slasher, comme on dit, où on a plein de métiers différents, les portes sont ouvertes. Exactement. L'ouvrage sur l'État qu'il nous faut indique-t-il quel rôle l'action publique doit jouer dans l'élection présidentielle ? Alors, d'abord, le risque, c'est que l'action publique soit peu visible dans l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, si on regarde les élections passées, on parle assez peu d'action publique. C'est-à-dire comment la société française s'organise pour régler collectivement les problèmes qu'elle doit affronter. Donc on va parler beaucoup de questions identitaires, et souvent pour le pire, on le voit en ce moment. On va parler de macroéconomie, on va parler parfois d'Europe, mais dans des conditions très conflictuelles. Et l'action publique est rarement dans le top 5 de l'élection présidentielle. Et donc, ce qu'ont voulu les auteurs de ce livre, c'est, à quelques mois de l'élection, ouvrir des pistes. Et donc, celles et ceux qui ont envie que le débat sur la transformation de l'action publique, sur l'innovation publique et sociale, soit vraiment dans l'élection présidentielle, il faut très vite lire ce livre parce qu'il est très stimulant, il donne envie de s'engager dans le débat public. C'est, je crois, le sens de cette collection, qui n'est pas seulement une collection qui n'est pas une collection de contemplation, mais qui est une collection aussi d'engagement. Le message est passé. Autre question, comment se faire éditer dans la collection Au fil du débat ? C'est une très bonne question. Alors, si vous avez suivi l'atelier depuis le début, j'ai donné quelques indices au début en définissant un peu les critères de chaque branche de la collection. Et puis, en cas de doute, nous adresser un extrait du manuscrit, pourquoi pas, et puis surtout une courte présentation via le site Berger-Levrault dans la rubrique Maison d'édition. Voilà. Une autre question adressée sur notre chat qui nous vient de Sophie. Envisagez-vous d'élargir votre production éditoriale à des ouvrages plus pratico-pratiques, très orientés sur le travail au quotidien de l'agent de service public ? Cela correspond à une demande précise de la clientèle. Alors, question d'une libraire peut-être ? Alors, je n'ai pas l'information. D'accord. C'est Sophie. Très bien, Sophie. Bonjour Sophie. Alors, Berger-Levrault est déjà connu et identifié donc, pour des publications. On a un petit peu fait référence en début de l'atelier pour des collections d'ouvrages pratico-pratiques. Donc, peut-être s'agit-il de ce type d'ouvrage où on trouvera déjà dans notre offre beaucoup de références. Et ensuite, pour des demandes plus précises, je l'invite à nous contacter également via le formulaire de la maison d'édition. Et c'était la dernière question de notre chat. Merci à vous tous, c'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Place maintenant à la deuxième table ronde, la deuxième grande table ronde du BLD sur une thématique qui ne laissera personne indifférent puisqu'on y parlera des pistes pour bâtir une société numérique de confiance. On se retrouve à 15h45 dans quelques minutes. À tout de suite.